Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour l'entretien de France 24. L'Ukraine est plus que jamais au centre du jeu diplomatique. L'agitation séparatiste pro-russe persiste à l'est du pays, alors que l'élection, le 25 mai dernier, de Petro Poroshenko à la présidence s'est déroulée dans le calme. Alors en Normandie, vendredi, surprise, les présidents russes et ukrainiens se sont rencontrés pour la première fois en marge des célébrations du 70e anniversaire du débarquement. Les modalités d'un cessez-le-feu en Ukraine devaient être discutées dans les prochains jours, si l'on en croit le président français. Et nous recevons aujourd'hui un écrivain ukrainien célèbre, auteur du Pingouin, qui a rédigé de novembre 2013 à avril 2014 un compte-rendu quotidien sur les manifestations de Maidan, journal de Maidan. Bonjour Andrei Kourkov. Bonjour. Vous êtes aux éditions Liana Levy, l'auteur de ce journal. Alors on y reviendra bien sûr, mais j'ai quand même envie de vous demander comment se termine cette histoire selon vous. On a vu cette rencontre assez étonnante entre Vladimir Poutine et Petro Poroshenko, votre nouveau président. Vous y voyez un bon présage ? Oui, c'est un bon signe pour l'Ukraine, pour l'avenir. Il y a un espoir maintenant que le conflit militaire sera fini, mais aussi c'est le signe aux séparatistes pour les montrer que peut-être maintenant la Russie officiellement ne va pas les soutenir. Et ça peut aider aussi à commencer les négociations avec ces gens-là. Oui, parce que finalement, le 25 mai dernier, on le rappelait, Petro Poroshenko a été élu, bien élu en fait. Et c'est un signe d'apaisement en tant que tel, puisque la Russie même n'a pas protesté. Oui, il a reçu 54% des votes. Je crois qu'il était choisi parce qu'il n'est pas quelqu'un de radical. Il a essayé, en fait, d'arrêter la violence pendant le Maïdan, pendant les manifestations. Et les gens, les Ukrainiens, sont fatigués des gens radicaux, des politiciens radicaux. Et comme ça, il va, je crois, essayer d'épuiser les situations et organiser, normaliser la vie, organiser la vie normale. Mais bien sûr, ça va durer encore quelques mois avant on a une stabilité. Alors comment l'histoire se finit? Il faut aussi calculer que le 27 juin au prochain Conseil européen, eh bien, il sera proposé ce fameux accord d'association à l'Ukraine aussi, comme à la Géorgie et à la Moldavie, qui avaient mis le feu aux poudres de l'Union européenne. Donc les 28 vont le proposer. Est-ce que vous y voyez un signe important? Oui, c'est très important. En fait, je crois que ce n'est pas la question que l'Ukraine veut rejoindre l'Union européenne. C'est peut-être dans l'avenir lointain, c'est possible. Mais maintenant, il faut que les relations entre l'Ukraine et l'Europe améliorent et l'Ukraine arrête d'être dépendante complètement des politiques russes et des liaisons économiques avec la Russie. Et pour ça, c'est très important. Je crois l'accord économique va être signé au fin de juin, les derniers jours de juin. Tout à fait. Alors, vous vous définissez dans ce livre, le journal de Maidan, comme un citoyen ethniquement russe d'Ukraine. Mais vous ne vous sentez pas russe. Non, il y a, je crois, entre 10 et 14 millions de citoyens ukrainiens qui sont d'origine russe. Ils ne sont pas tous pro-russes. En fait, à Kiev, plutôt, on parle la langue russe. 80-70% des gens sont russophones, mais ils ne sont pas pro-russes, pro-Poutine, pro-Kremlin. C'est la région de l'Est du pays, où c'est la région industrielle, où les sentiments pro-russes, ou plutôt pro-soviétiques, sont encore très vivants. Et justement, est-ce que c'est réconciliable, cette Ukraine-là? Est-ce qu'ils veulent le rattachement à la Russie à tout prix? Ou est-ce que vous sentez que ça peut quand même évoluer vers une nation ukrainienne apaisée? Oui, je suis sûr que ça peut évoluer parce que les étudiants, les générations nouvelles, aussi dans ces régions-là, parce que je voyage beaucoup, je visite les universités et il y a un an, j'étais dans l'université de Lugansk, dans l'université de Donetsk. Je parlais avec des étudiants et il n'y a pas beaucoup de différence entre les étudiants de l'Est du pays avec des étudiants de Pologne, de Lviv, de Kiev. C'est la question des générations.
Vous êtes revenu, effectivement, vous le disiez dans ce livre, où vous voyagez beaucoup à l'intérieur de ce journal intime, sur l'embrasement de Médane, qui est une révolution sanglante. Hein. Vous la distinguez bien d'ailleurs de la révolution orange, avec les chaînes de télévision interdites, les bercoutes et des morts, bien sûr, dans cette police anti-émeute, et puis aussi une solidarité qui s'organise. Ça valait le coup? C'était une situation complètement différente, bien sûr, de la Révolution orange, et plutôt, c'était beaucoup plus sérieux, plus dangereux, et c'était la première fois que la violence était si grave sur le Maïdan et en Ukraine depuis l'indépendance. Et bien sûr, pour les gens, je crois, les gens sont maintenant un peu différents qu'auparavant parce qu'ils ont accepté cette violence et beaucoup de gens comprennent que sans violence, sans centaines de morts et disparus, c'était impossible d'essayer d'approcher l'Europe, approcher pas seulement l'Europe, mais approcher le droit d'État, l'État de droit. Je veux dire, oui. Changer le système, combattre la corruption et dégager le gouvernement corrompu avec le président qui a en fait cassé la nation, qui a détruit la normalité dans le pays. Oui, mais il y avait une crainte, vous savez bien, du côté des Occidentaux, que dans ce mouvement de Médane, il y ait un certain radicalisme, extrémisme de droite qui s'est manifesté aussi. Mais vous faites bien le distinguo, finalement. Ah, bien sûr, pour moi, ces gens ne sont pas vraiment aussi acceptables, mais ils forment la minorité. Et en fait, au début, les manifestations étaient complètement calmes et les gens étaient apolitiques. Mais les étudiants ne voulaient pas que les politiciens, les chefs d'opposition aussi, prennent place dans ces manifestations. Mais bien sûr, après la violence première, les chefs d'opposition étaient là. L'opposition a rejoué le Maïdan comme beaucoup de gens ordinaires. Et là, on a trouvé bien sûr la partie Svoboda, c'est les nationalistes radicaux d'Ukraine d'Ouest, et le groupe, le secte droite. On peut dire, il y a parmi eux, il y a russophobes et antisémites, c'est clair, parce qu'il y a quelques politiciens qui sont toujours un peu fous pendant les rencontres publiques, qui accusent les Juifs, les Russes, dans tous les crimes qui passent en Ukraine, mais c'est la minorité marginale, c'est vrai, c'est pas la majorité. Alors, revenons à cette journée de basculement. 22 février, effectivement, il y a l'accord de Yanukovych, Viktor Yanukovych, avec l'opposition, et puis sous le patronage d'ailleurs de notre ministre français, Laurent Fabius, et de M. Steinmeier, côté allemand. Et puis brusquement, ça fuite dans la nuit, que vous ne vous expliquez pas dans ce journal, que vous allez peut-être essayer de nous expliquer? Oui, je crois qu'il a reçu un coup de téléphone, peut-être de M. Poutine, où il était dit à disparaître. Il y a beaucoup de choses secrètes jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qu'on pose. Par exemple, il y a une médaille avec laquelle M. Poutine a décoré beaucoup des officiers et soldats après l'occupation de Crimée. Et là, sur la médaille, il y a des dates d'opération de retour de la Crimée. Et c'est le 20 février jusqu'au 18 mars. C'est-à-dire que l'opération à occuper la Crimée était commencée 2 jours avant en fait, la violence dernière et avant Yanukovych était disparu. Donc vous dites qu'il prenait ses ordres au Kremlin, quoi, directement et Je crois, oui. Il était toujours dépendant du Kremlin, Yanukovych. Et une autre chose aussi, il n'était pas préparé pour fuir, mais chaque fois, pendant leur rencontre avec les ministres des Affaires étrangères de France et de Pologne qui étaient là, il sortit des chambres pour parler avec quelqu'un par téléphone. Et bien sûr, le représentant russe n'a pas signé ce accord. Il n'a pas accepté l'accord avec l'opposition. Comme ça, tout ça a été dirigé par les politiciens russes. Maintenant, vous avez le sentiment, avec un président qui a une certaine légitimité des urnes, avec peut-être justement un gouvernement qui du moins sera plus, se sentira davantage de pouvoir et investi, qu'on va vers la démocratie en Ukraine pour de bon? Oui, je suis très optimiste au moment. J'espère que Petro Poroshenko va réussir avec les réformes très vite, parce qu'il faut maintenant changer beaucoup de choses très vite, comme il est sous pression de Maïdan, des révolutionnaires. C'est l'homme de la situation?
Oui. Oui, aussi pourquoi? avec... Qu'est-ce qu'il a comme qualité intrinsèque pour vous? Oui, non, non, je crois qu'il peut faire ça. Il est quelqu'un de très pragmatique, il n'est pas radical. Il est un homme des affaires qui a réussi de construire beaucoup de fabriques, beaucoup des usines, et contrôler beaucoup de processus dans le même temps. Et comme ça, j'espère qu'il va maintenant arrêter avec des affaires et commencer à être un vrai président d'Ukraine, un homme politique. Et donc vous allez arrêter avec les affaires de journaux intimes ou vous allez reprendre votre vie d'écrivain? Je sais, parce que j'ai arrêté le travail sur mon roman dernier pour écrire ce journal. Et maintenant, j'écris toujours le journal, mais pas avec si beaucoup de détails comme dans ce livre. Et lentement, je veux revenir à la littérature. On attend de vous lire en tout cas. Merci Andreï Kourkov d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien, mais vous restez bien sûr sur France 24 pour plus d'informations.